Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Ghana. Il n'est pas d'émergence ou de développement possible sans stabilité. Et le Ghana semble être une référence dans la sous-région. Une stabilité qui est sans doute le prix d'un volontarisme politique et d'une culture démocratique des Ghanéens. On écoute le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Je peux vous dire que nous, au Ghana, nous avons essayé beaucoup de choses, mais nous avons finalement trouvé que le multipartisme est le meilleur système gouvernemental. Les grands challenges pour le Ghana et pour le continent africain sont la création d'emplois. En une année, nous avons noté des progrès dans notre façon de diriger le pays. J'ai essayé d'être honnête avec les Ghanéens. Nous ne sommes pas encore là où nous aimerions être, mais nous avons un profond sentiment que nous sommes tous investis pour arriver à la prospérité ensemble. We shall get out and prosper together. Si nous travaillons pour cela, que nous arrêtons d'être des mendiants et que le gouvernement soit dans l'honnêteté et dans l'intelligence et dépenser l'argent africain dans le continent et pas en dehors de nos frontières, l'Afrique n'aura pas besoin de demander le respect et nous n'aurons pas besoin de demander du respect à personne. Nous aurons le respect que nous méritons. Nous avons la responsabilité de prendre soin de notre environnement. Nous avons l'environnement le plus spectaculaire de la planète, de grandes réserves et des montagnes à perte de vue. Nous avons les minerais que beaucoup se tuent pour avoir. Nous avons une population dynamique et jeune. Nous avons donné vie à l'humanité. Faisons alors de ce continent l'endroit le plus paisible et prospère à vivre. Let us make this continent the prosperous and joyful place it should be. Monsieur Mvogo, on a là un pays où il n'y a pratiquement jamais de crise post-électorale. Ils finissent toujours, à un moment donné, par s'entendre autour de l'essentiel. Jamais d'affrontement, jamais de conflit violent. D'où vient cette culture démocratique chez les Ghanéens? Il peut y avoir deux pistes d'explication. La première, c'est, je dirais, les individualités. C'est-à-dire les hommes politiques pris dans leur individualité et justement cette capacité à avoir un esprit gentleman. Derrière, je pense qu'il faut aussi regarder peut-être aussi dans la culture et dans la sociologie du Ghana. Il faut savoir que dans nos institutions africaines, du moins celles que nous avons préservées dans un certain nombre de pays, il y a notamment des codes de l'honneur qui sont très importants et qui existent et qui font que derrière, il peut y avoir, via notamment les instances traditionnelles, des mécanismes de régulation politiques, en fait, via des médiations, via les chefs traditionnels, via, par exemple, la parole d'un certain nombre de personnalités. Vous l'avez dans le cas du Burkina, par exemple. Oui. Le Moro Naba, par exemple, a joué un rôle dans les transitions burkinabées. Au Ghana aussi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces chefferies. C'est l'un des rares pays où est restée la fidélité à une forme de tradition, à la préservation de certaines pratiques traditionnelles régulatrices du lien social. Je pense que la chefferie ghanéenne est très puissante, tout comme la chefferie béninoise ou burkinabé. Elles arrivent toujours, ces chefferies, à attendrir les rivalités politiques et politiciennes. Je pense que ça peut être une des pistes de solution. Vous êtes ghanéenne encore une fois. On l'a vu, le président l'a dit, nous avons tenté beaucoup de choses dans notre pays et nous avons compris que c'est la démocratie qui est la meilleure voie, le respect des autres, la liberté. Et j'ai envie encore de vous demander, est-ce qu'il y a, comme le dit M. Mvogo, des éléments facilitateurs qui justement vous permettent d'avoir cette culture démocratique qui refuse la violence, comme on peut le constater dans certains pays? Je crois que les éléments ils sont dans nos territoires. Parce qu'en fait, 30 années après l'indépendance, on a vécu une période très instable, très violente. Oui. Donc, par exemple, on a traversé beaucoup de changements. On a eu un État parti unique sous Nkrumah. Après, on a eu une succession de gouvernements militaires. Oui. Donc, par exemple, on a déjà cité Rawlings. On peut parler également d'Ankara, de Liman. Donc, en fait, de ce fait, on a reconnu l'importance d'avoir un État démocratique.
Donc en fait, de ce fait, on a créé notre première constitution dans l'année 1992. Donc en fait, le peuple ghanéen et en fait la volonté du peuple ghanéen d'avoir un processus démocratique dont il respecte, cette volonté est beaucoup plus prononcée aujourd'hui. Donc en fait, c'est le peuple qui détermine l'évolution du pays et c'est eux qui décident ce qu'ils veulent au niveau d'un système parti. Donc c'est les acteurs politiques qui doivent faciliter la volonté et les processus démocratiques. Mais expliquez-nous, Madame Rwandorf-Partey, on a vu chez vous, il y a un procureur indépendant, mais alors réellement indépendant pour lutter contre la corruption. Hein. Il y a une instance qui existe et que tu sois proche du pouvoir ou pas, dès lors que tu tombes sous le coup de la loi, tu dois rendre... Ça marche difficilement dans certains pays. Comment se fait-il que ça marche chez vous? Je crois que chez nous, il y a le besoin d'être transparent au niveau du gouvernement. Parce que déjà, on a des chefs des États qui sont, par exemple, je peux citer Akufo-Addo, c'est quelqu'un qui était un avocat à un moment. Donc c'est quelqu'un qui connaît l'importance d'être un défenseur anti-corruption. Donc c'est très important. Dit, oui. Oui, parce que le parcours compte, hein, les individualités comptent. Hein. Oui, exactement. Mais il y a aussi l'exigence des Ghanéens, non, qui sont des Ghanéens qui sont exigeants vis-à-vis de leur classe politique. Oui. Ça là aussi, ça vient d'où? Oui, en fait, on est patriotes, en fait. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez cité et vous l'avez cité. On peut d'ailleurs, à cet égard, si vous me permettez, M. Togbe, rappeler, ça vaut pour le Bénin et comme pour le Ghana, tous les grands ethnologues européens qui ont parcouru ces côtes au XVIIIe siècle, déjà indiquaient la qualité des institutions et des pratiques politiques de nos deux peuples. Je vais vous donner un exemple très simple qui en surprendra plus d'un. À propos du Bénin, Hegel, le grand philosophe allemand, a beaucoup étudié le royaume d'Abomey. Ouais. Et il dit, mais ce qui frappe à Abomey, dans le royaume d'Abomey, c'est qu'il y a, et c'est le plus grand philosophe de son temps qui le dit, comme la réalisation partielle de la République de Platon, qui est la cité idéale, la cité vers laquelle tout le monde tend, en réalité. Donc je pense qu'il y a, en période précoloniale, des situations qui sont extrêmement avantageuses, mais que les standards internationaux sont venus démantelés, et qui ont été récupérés par des gens doués de raison naturelle. Parce qu'une banque, qu'elle soit au Ghana ou qu'elle soit en Chine, il faut qu'elle fonctionne de la même manière. La démocratie, qu'elle soit en France ou au Ghana, il faut qu'elle fonctionne de la même manière. Et la qualité du personnel ghanéen, c'est précisément d'avoir compris qu'on ne joue pas avec ces choses-là, avec les standards, mais en allant chercher au plus profond de l'inconscient de leur peuple, parce qu'aucun peuple d'Afrique n'a envie de mourir, n'a envie de souffrir. C'est très intéressant ce que dit M. Tavares, M. Vogo. Au fond, et l'idée émerge de plus en plus, l'Occident n'a rien à apprendre à l'Afrique. Tout a été inventé en Afrique. J'ai lu récemment un livre d'un Congolais qui expliquait la démocratie chez les Bantous. Ce qu'aujourd'hui, les droits de l'homme, etc., tout ça existait même avant. Et au Mali, le code, ça existait depuis au XIIIe siècle. En réalité, il n'y a absolument rien, même des modèles standards internationaux aujourd'hui, qui ne soient nouveaux au continent, qui soient étrangers au continent. La question, c'est comment pouvons-nous rétablir le lien avec ce que nous faisons? Je pense que là, il y a un travail fondamental des élites et des personnes qui sont aux commandes pour justement mettre les moyens, pour justement redonner la possibilité à ces institutions-là de reprendre en fait toute leur place, ou alors d'accompagner plus fortement, notamment les processus démocratiques. Si vous voulez qu'on revienne à l'histoire, moi je vous prends le cas du Congo, des royaumes bantous. Oui, c'est ça. Mais ça se retrouve dans d'autres sociétés africaines. Il y avait des codes de l'honneur qui faisait que, par exemple, lorsque vous attentiez, par exemple, au bien d'autrui, lorsque vous faisiez quelque chose de mal, lorsque vous vouliez quelque chose de mal, vous deviez vous-même, et vous saviez que vous deviez vous-même
vous exclure de la société pendant un certain temps. Ils appellent ça le bannissement social. Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés africaines modernes, la corruption n'est plus sanctionnée ni par la loi moderne, est même très bien vu. Voilà, ni par la loi moderne, ni malheureusement parfois par la sanction collective ou la sanction sociale en fait. C'est très intéressant. Il n'y avait pas de roi qui massacrait son propre peuple, ça n'existait pas. Vous trouverez difficilement un royaume en Afrique précoloniale où le roi massacrait son propre peuple. Il y avait une forme de règne démocratique. Merci de rappeler ces différents exemples. Mais un défi quand même qui transcende le cas ghanéen, qui est commun à l'Afrique. Les économistes afro-pessimistes tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme, c'est le défi démographique. Nous serons en 2050 entre 2 et 3 milliards sur le continent, c'est-à-dire 2 milliards 500 millions. Ça suppose des défis en termes d'urbanisation, des défis en termes de construction de services de base, des défis en termes de protection de l'environnement, et des défis en termes de création d'emplois. Est-ce qu'on est prêt pour loger aujourd'hui en 2050 et fixer en Afrique et nourrir en Afrique et éviter la déflagration? Est-ce qu'on est prêt pour faire face à cette démographie? Je peux vous dire, à l'heure actuelle, malheureusement, non. Et c'est là, là où l'optimisme est de rigueur, et là où je crois fondamentalement qu'il y a matière à être optimiste, on peut aller très vite. La Chine, il faut vous rappeler que dans les années 70-80, dans la doxa, dans le discours ambiant, la Chine était vouée en fait à ne jamais se sortir de la pauvreté et à être condamnée au sous-développement. En l'espace de 20 ans, ce pays a réussi à sortir 400 millions de personnes de la pauvreté. On est d'accord. A créé des mégalopoles que personne n'envie. Voilà. Donc, il y a possibilité, très rapidement, en mettant en œuvre les bonnes politiques, en mettant en œuvre les bonnes institutions, très rapidement de faire, je pense et je crois que la démographie n'est pas un défi pour l'Afrique, c'est un atout. L'Afrique, en maîtrisant parfaitement sa démographie, peut parfaitement réussir à mettre en œuvre ou à réussir en fait son objectif de développement. Alors je rappelle que de ces 3 milliards que seront les populations africaines en 2050, plus de la moitié auront moins de 25 ans. Mais au contraire, c'est un atout. Parce que c'est une main-d'œuvre, justement, jeune. Mais pour l'instant, c'est une main-d'œuvre. Beaucoup s'en vont se noyer là, dans la Méditerranée. Mais c'est là, justement, où nos pays doivent mettre en œuvre les institutions et les bonnes politiques pour retenir ces jeunes. Ça va rester rapidement. Ceux qui préconisent, les démographes, mais il n'y en a pas d'Africains qui le disent, les démographes occidentaux qui préconisent la limitation urgente de la natalité. Vous savez, on est toujours en train de reprocher à l'Afrique ce qu'elle est. Bien évidemment, elle doit s'améliorer. Oui. Mais à la faveur du discours du président Macron sur le taux de natalité des femmes africaines, j'ai établi un tableau, un discours critique. Il y a une raison très simple. Il y a une raison très simple. Le Ghana, par exemple, a en moyenne 8% de taux de croissance. C'est ça. Et puis un taux de natalité de 4%. Taux de fécondité de 4 enfants par femme. Donc le pays ne s'appauvrit pas. Pour le Niger, où il y a 7 enfants par femme, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ça, c'est la première considération. On a tendance en général, dès lors qu'il s'agit d'Afrique, de globaliser, parce que c'est beaucoup plus... Il faut tenir compte des spécificités locales. Et puis, il s'agit toujours l'accusé. Et là, nous avons un président qui nous déculpabilise. Qui montre plutôt que nos défauts, donc, ce qui est considéré comme étant nos défauts, peut-être effectivement notre qualité. Votre mot de la fin, très rapidement, Madame Reindorf, partez. Parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec professeur Moreau, mais je pense pas qu'on peut tout à fait négliger l'importance de l'éducation. Parce que déjà, on a parlé de main-d'œuvre, mais on a aussi besoin de développer le capital humain qu'on a. Parce que déjà... éducation, formation. Oui, exactement, éducation, formation. Par exemple, actuellement, ça fait partie de le plan de notre président. Donc, en fait, on cherche d'avoir à titre gratuit l'éducation. Donc, par exemple, en 2017, on avait 90 000 élèves encore qui ont eu accès à l'école secondaire. Mais en fait, il faut qu'on demande déjà la qualité des enseignants, la qualité de capacité d'entraînement. C'est ça. Et c'est là où on trouve la valeur dans des accords, par exemple, avec les Chinois.
L'Afrique s'en sortira, dites-vous, en conclusion. En conclusion. Il faut éduquer. Il faut Exactement. éduquer les Africains. Exactement. On pourra être 4 milliards, 5 milliards. Il y a des espaces pour accueillir tout le monde. Il faut éduquer, mais il faut aussi une vraie politique d'urbanisation pour que nos villes soient de vrais espaces de vie et non des concentrations anarchiques de population. Merci à vous d'avoir accepté de participer à notre émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci. Merci.